Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal et en direct. Et nous sommes le 27 avril 2023. Il arrive assez souvent que dans le cadre de mon ministère de libraire, dans lequel j'officie en vendant des livres et en proposant à la vente parfois certaines suggestions. Il arrive que je reçoive les confidences. Je ne vous cacherai pas que je les reçois toujours avec une très grande appréhension. Je ne les sollicite pas. D'abord, je ne les sollicite pas. Règle numéro 1, je ne les sollicite pas. Règle numéro 2, je me garde bien d'offrir quelques conseils que ce soit. Règle numéro 3, je m'empresse d'oublier les confidences reçues. Je m'empresse de les oublier car j'en impute la faute à ma très grande sensibilité et je suis extrêmement impressionnable. Mais ce que j'entends, de ce que j'entends, je peux faire une loi générale. C'est que nous sommes, la très grande majorité d'entre nous, issus de familles dysfonctionnelles. Je n'ai pas de statistiques à offrir, mais je dirais simplement que de ce que ma dorénavant vaste expérience de la vie m'a enseigné, je dirais que ça doit être autour de 90% des gens qui proviennent d'une famille dysfonctionnelle. Famille dysfonctionnelle, c'est à peu près toujours la même histoire. Ce sont des lieux d'aliénation où les individus ne sont pas respectés, où il y a des pressions indues pour obtenir des choses, où, en fait, le non-respect, le non-amour règne en maître, et où la violence fusionnelle du groupe est telle qu'il ne reste bien souvent qu'une seule manière d'échapper à la famille dysfonctionnelle, c'est la fuite. Alors, la fuite. Et en songeant à combien de gens qui ne bougent pas, qui attendent un sucre, un mot, un acte de reconnaissance, des billets, quelques dollars, parce que les dollars, c'est plus que des dollars. C'est aussi une manière symbolique d'avoir du pouvoir sur autrui de quelque manière que ce soit. Le rapport à l'argent n'est jamais innocent. Et avoir un rapport adulte à l'argent, c'est extrêmement difficile. Et d'autant lorsque nous n'en avons pas, l'argent est une obsession, pratiquement de tous les instants. La seule manière de ne pas penser à l'argent, c'est d'en avoir suffisamment. Et ça peut être compliqué lorsqu'on provient d'une famille dysfonctionnelle. Alors, n'ayant pas de conseils à offrir, la seule option que je peux conseiller, c'est la fuite. Et là, ici, je fais apparaître Henri Laborette, qui a écrit un livre qui s'appelle « Éloge de la fuite », publié en 1976. Et lui, il affirmait que lorsque un organisme vivant, un rat ou un être humain, est mis en présence d'une situation stressante, d'agression, il y a 3 options. La première, c'est de résister. C'est de répondre à la violence par la violence. C'est d'engager le combat. La deuxième, c'est l'inhibition d'action, ce qui est la plus terrible des 3 options, c'est-à-dire ne plus bouger, ne plus être en mesure ni d'attaquer, de contre-attaquer, ni en mesure de se sauver. La troisième option qu'il privilégiait,
c'est la fuite. Se sauver. Et la fuite, c'est ici qu'on rejoint un autre concept de fuite, c'est celle de Gilles Deleuze, avec son concept de ligne de fuite, qui consiste à aussi s'échapper et aussi sortir du territoire, si je peux dire. Et dans la fuite, on va trouver des solutions de créativité. On va trouver une manière de se réinventer. On va aller prendre une grande bouffée d'oxygène et on va être en mesure, dans cette fuite, de créer quelque chose. Alors forcément, le lien entre Henri Laborit, qui est un savant, qui était très reconnu, très renommé en son temps. Aujourd'hui, je ne sais si on étudie ses ouvrages. Je sais que L'âge de la fuite est régulièrement réédité, ce qui présume qu'il y a encore de l'intérêt, dans la collection Folio chez Gallimard. Quant à Deleuze, ah oui, j'ai oublié. Je reviens à l'instant, parce que toute cette réflexion-là s'appuie sur une toute petite phrase de Deleuze. Alors, je vous laisse l'écran. Alors, admirez le spectacle de la rue. Je suis là dans 45 secondes. Ah, le direct. Je suis de retour. Décidément. Avant de vous lire un tout petit passage de l'anti-Oedipe de Deleuze et Guattari, Capitalisme et schizophrénie, si vous voulez vous entrer en contact avec le travail d'Henri Laborit, je vous invite, je pense que j'ai dû vous en parler parce que c'est quelque chose qui travaille mon esprit déjà un bon moment. Je vous invite, et je pense que vous pouvez le trouver sur YouTube, je vous invite à voir Mon oncle d'Amérique, réalisé par Alain Renet, film sorti en 1980 et qui avait provoqué de très vives réactions lors de sa sortie, au point où des gens, ça se passe dans un milieu bourgeois français, au point où, ce qui est déjà une petite idée de comment les choses peuvent mal tourner, et au point où des gens quittaient la salle en plein milieu de la projection. Parce que tous les mécanismes tels que décrits de gratification, de punition, les stratégies pour retenir, les stratégies pour maintenir dans un carcan, faire pitié, faire semblant d'être malade, tout ce qui peut se mettre en place pour maintenir un ordre aliénant. Alors, ajoutez-y l'argent, ajoutez-y la culpabilité, ajoutez-y un certain nombre de choses. Et il faut rappeler ici que Henri Laborit était un grand lecteur de Korzybski. Korzybski, qui a écrit entre autres Science and Sanity, c'est la sémantique générale. Pour faire hyper court, parce que de toute façon, c'est un concept très compliqué et que peut-être que j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais pour résumer très, très brièvement la pensée de Korzybski, qui était un élève d'Einstein, c'est les deux règles de base, la relativité et la cohérence. Dans la relativité, on trouve cette fameuse formule de tout est relatif. Ça veut dire aussi que ce qu'on croit vrai
ce à quoi on est attaché. Les mots ne sont pas des objets. Alors, on a la cervelle truffée de considérations sur la famille, la patrie, la justice, le droit, et sans voir que tous ces concepts-là, au fond, pourraient être à la fois discutés, pourraient être à la fois mis en perspective, pourraient être à la fois controversés, pourraient être à la fois discutés. Et si certains de ces réalités fabriquées, j'aurais envie de dire, sont source d'angoisse, source d'aliénation, source d'inhibition d'action, eh bien, il faut les casser. Il faut accepter, d'une certaine manière, d'accepter que la carte n'est pas le territoire et qu'il nous faut impérativement retrouver le sens de l'existence. Et le sens de l'existence, c'est cette capacité à remettre en cause ce qu'on croit savoir. Et c'est d'entrer dans un processus, j'aurais envie de dire, quasi constant, quasi permanent de connaissance. Connaissance de soi, connaissance des autres. Et le désir de connaissance qui nous anime, en tout cas pour vous et moi, eh bien, est un des grands bonheurs de l'existence. Peut-être le seul, au fond. Et peut-être la seule manière de faire face et de se consoler devant les difficultés et les vicissitudes de l'existence. Alors oui, Laborit était un sémanticien. Alors il savait bien qu'il fallait remettre en cause le sens des mots. Et le sens des mots, c'est aussi, au fond, l'exercice auquel se sont livrés Deleuze et Guattari dans cet ouvrage. Alors, je vais vous lire ce tout petit paragraphe qui m'a tout à fait emballé et qui est en droite ligne avec cette vidéo. Car qu'est-ce que le schizo? Sinon d'abord celui qui ne peut plus supporter tout ça. L'argent, la bourse, les forces de mort, disait Nijinsky, valeurs, morale, patrie, religion et certitude privée. Du schizo au révolutionnaire, il y a seulement toute la différence de celui qui fuit et de celui qui sait faire fuir ce qu'il fuit, crevant un tuyau immonde, faisant passer un déluge, libérant un flux, recoupant une schise. Le schizo n'est pas révolutionnaire, mais le processus schizophrénique, dont le schizo n'est que l'interruption ou la continuation dans le vide, est le potentiel de la révolution. À ceux qui disent que fuir n'est pas courageux, on répond: qu'est-ce qui n'est pas fuite? Et investissement social en même temps. Le choix n'est qu'entre deux pôles. La contre-fuite paranoïaque qui anime tous les investissements conformistes, réactionnaires et fascisants. La fuite schizophrénique, convertible en investissement révolutionnaire. Blanchot dira admirablement de cette fuite révolutionnaire, de cette chute qui doit être pensée et menée comme le plus positif. Qu'est-ce que cette fuite? Le mot est mal choisi pour plaire. Le courage est pourtant d'accepter de fuir plutôt que de vivre quiètement
et hypocritement en de faux refuges. Les valeurs, les morales, les patries, les religions et ces certitudes privées que notre vanité et notre complaisance en nous-mêmes nous octroient généreusement ont autant de séjours trompeurs que le monde aménage pour ceux qui pensent se tenir ainsi debout et au repos parmi les choses stables. Ils ne savent rien de cette immense déroute où ils s'en vont, ignorant d'eux-mêmes, dans le bourdonnement monotone de leurs pas toujours plus rapides qui les portent impersonnellement par un grand mouvement immobile. Fuite devant la fuite, soit un de ces hommes qui, ayant eu la révélation de la dérive mystérieuse, ne supporte plus de vivre dans les faux semblants du séjour. D'abord, il essaie de prendre ce mouvement à son compte. Il voudrait s'éloigner personnellement. Il vit en marge, mais c'est peut-être cela, la chute, qu'elle ne puisse plus être un destin personnel, mais le sort de chacun en nous. Et ça, c'est une longue citation de Maurice Blanchot. À cet égard, la première thèse de la schizoanalyse est « Tout investissement est social et de toute manière porte sur un champ social historique. » Alors, vous avez sans doute compris l'idée. C'est que si nous sommes enfermés, engoncés dans des situations impossibles de base, c'est-à-dire milieu familial, aliénant, eh bien, il faut s'en aller. Il faut s'en aller, il faut procéder à une révolution personnelle. Et il m'est d'avis qu'un être humain à peu près équilibré doit passer par quelques révolutions dans sa vie. Ces révolutions-là doivent être provoquées sciemment. Elles ne doivent pas, comme on l'entend souvent, lorsque des drames venant de l'extérieur ou des épreuves venant de l'extérieur, comme la perte d'un emploi, la perte de quelqu'un qui nous est cher, l'arrivée, enfin, le surgissement de la maladie, tout cela relève d'une certaine manière de la passivité. On subit les événements. Véritable révolution, ce n'est pas quelque chose que l'on fait parce que l'on est mis au pied du mur de manière sans appel. La véritable révolution, c'est celle où on est capable de s'arrêter. De s'arrêter. C'est déjà beaucoup s'arrêter. De s'arrêter. De procéder à un bilan de vie. Et si l'on juge que nous n'avons plus de plaisir à vivre, nous n'avons plus de plaisir à exercer un tel emploi, ou à vivre en compagnie de telle personne, ou que nous ne supportons plus même nos enfants devenus adultes et qui nous importunent avec leur rancœur, leur rancœur ou leur désir d'argent aussi, tout simplement, qui se confondent bien souvent. Eh bien, à ce moment-là, dans ces situations où l'on se sait, en tout cas, pris au piège des mots et que nous sommes dans l'incapacité de relativiser le sens des mots et que nous avons perdu la capacité de cette cohérence interne, il ne reste qu'une chose à faire, c'est fuir. Et il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage pour fuir. Et j'ai trouvé intéressant, en tout cas, et sans doute bien d'autres avant moi, ont pu établir des parallèles qui sont, à mon sens, assez nombreux entre la pensée
de ce biologiste, chirurgien qui était Henri Laborit, et Gilles Deleuze et Félix Guattari. Je pense que c'est peut-être un lieu commun d'évoquer les loges de la fuite et les lignes de fuite. Ça m'apparaît court, mais ça m'apparaissait intéressant de le faire. Et je vous invite à écouter donc Mon oncle d'Amérique d'Alain Renet, et je vous invite aussi à regarder un autre film, québécois celui-là, que j'ai vu il y a 3 semaines, dans l'avion, qui s'appelle Ligne de fuite, et qui a été faite par une jeune femme qui s'appelle Chabot, je pense. Et c'est l'amitié de 3 jeunes femmes dans la trentaine qui se retrouvent au terme d'une soirée bien arrosée. Il y a leurs compagnons, il y a 2 de leurs compagnons qui sont là, en tout cas. Et l'autre, là, elle a une compagne. Et ça se termine dans une, dans une, dans une explosion de violence verbale tout à fait jouissive. Assurément, c'est un des très bons films que j'ai vus dans les dernières années. J'étais ravi de savoir que c'est un film québécois. Mais oui, ça aussi, c'est difficile de se débarrasser de ce chauvinisme-là. Sans doute, si ça avait été un film français, je l'aurais regardé avec autant de plaisir en me disant chez les Français, ça chauffe. Mais ça chauffe partout, tout le temps. Et peut-être qu'il y a des petites nuances, peut-être que les codes varient, en tout cas l'expression culturelle de cette violence varie, mais je vous le recommande. Et c'est sûr que, évidemment, dans le cas de cette réalisatrice, c'est clair qu'elle avait lu Deleuze. Et probablement, j'aurais envie de dire qu'elle avait lu Laborit aussi, je pense. Et tout en étant un film tout à fait divertissant, parce que c'est amusant à regarder, il y a beaucoup de petites choses. Et la prodigieuse violence verbale aussi dont font preuve les protagonistes est tout à fait jubilatoire. Mais ils sont enfermés tous dans des relations qui les étouffent. Et au nom d'une amitié passée, une amitié qui n'est peut-être plus là, parce que aussi le principe amitié m'apparaît très important, mais encore là, il y a des amitiés qui, à un moment donné, deviennent des prisons, deviennent des chaînes. Et au nom de concepts aussi fumeux que la fidélité à l'amitié, que de tracasseries pouvons-nous endurer au nom de certains concepts fumeux. Alors, c'est ça aussi la capacité de devenir un sémanticien. C'est de comprendre, au fond, que les mots ne sont pas des choses. Les mots sont des fabrications de notre esprit. Et il ne faut pas rester enfermé là-dedans. Et c'est pour ça aussi que, voilà, une auteure comme autrice, enfin, c'est selon, comme Hélène Cixous, qui elle aussi a joué avec ces concepts de ligne de fuite, de fluidité des genres, de cette incapacité à se fixer définitivement. Et il ne faut pas rester enfermé. Il ne faut pas rester enfermé dans aucune forme de réalité que l'on juge si l'on a un minimum d'honnêteté aliénante. Mais c'est pas simple. C'est pas simple à faire. Alors, je nous invite non pas à des révolutions permanentes, mais je nous invite à faire régulièrement des révolutions lorsque l'on sent qu'il y a une impasse. Et là, mais d'échapper aux lois de l'argent, aux lois du conformisme, aux lois de la famille, aux lois de la société, aux lois de la publicité, aux lois de l'inertie, qui est une de nos peut-être plus atroces manières de souffrir, eh bien, c'est tout un art et c'est tout un sport. Alors voilà, c'est tout. C'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'être avec moi. Nous, dernier point, personnel cette fois-ci, nous repartons en France dans quelques jours. Eh oui, vacances de 2 semaines prévues il y a déjà un bon moment. Et
pour moi, c'est un peu surréaliste de penser que je vais prendre sans doute le même avion, je vais retrouver le même personnel de la compagnie aérienne, et sans doute les mêmes films vont m'être proposés et le même repas. Et je vais voir, je ne sais pas encore si je pense maintenir le lien, mais avec tous les problèmes technologiques que j'ai depuis que je suis de retour, une toute petite pause a engendré de grands maux. Mais enfin, pour conclure, je vais revenir simplement sur ma première affirmation. La règle, c'est la dysfonction. Et il y a quelqu'un qui me demandait, oui, pour conclure là-dessus pour de bon, oui, il existe des familles protégées. Mais les familles protégées, pour qui vient d'un milieu dysfonctionnel, c'est pas compliqué, vous ne les verrez jamais. Et lorsque une personne qui vient d'une famille dysfonctionnelle, qui est la règle, qui est l'immense majorité d'entre nous, rencontre quelqu'un qui vient d'un milieu protégé, c'est-à-dire qu'on a respecté sa liberté de base, on lui a suffisamment octroyé d'oxygène pour qu'il puisse s'épanouir sans trop de dommages, ni attentes, ni projections, ni quoi que ce soit relevant de l'aliénation. Eh bien, la pulsion névrotique ne trouve pas son chemin. Alors, une personne qui vient d'un milieu dysfonctionnel rencontre une personne qui vient d'un milieu protégé, eh bien, entre les deux, il ne se passera rien. Il n'y aura aucune connexion qui va se faire. Comme deux espèces totalement différentes appartenant à des univers séparés. Alors, c'est impossible. Et tandis que les gens venant d'un milieu protégé, eh bien, eux, tout naturellement, vont trouver des gens provenant d'un milieu protégé également, et ils vont vivre ensemble sans trop avoir de soucis à se faire, sans trop être soumis à devoir fuir. Non, ils ne fuiront rien, en tout cas, ils fuiront assez peu de choses. Et tout ça parce qu'au fond, la pulsion névrotique trouve son chemin. J'aurais envie de dire que c'est comme ça que les couples se forment, sur une base de névrose mutuelle, inconsciemment partagée, va sans dire, mais qui s'enchâsse, qui s'assemble, qui s'agglutine tout naturellement. Bon, les résultats peuvent être assez catastrophiques, on s'en doute bien, s'il n'y a pas eu d'analyse ou de réflexion sur soi, sur un travail sur soi, le foutu travail sur soi. Mais bon, voilà. Alors oui, des gens, si vous venez d'un milieu dysfonctionnel, jamais vous allez rencontrer de gens provenant d'un milieu protégé. Peut-être vous allez vous douter qu'eux vivent sur un plan qui ne vous est pas accessible, qui vous est interdit, mais sachez bien qu'eux, de leur côté, ne vous verront pas, ou vont simplement penser qu'ils vous trouvent bizarre, ou inintéressant, ou... En fait, vous aurez peu d'intérêt à leurs yeux. Il ne faut pas leur en vouloir. Ils n'ont pas été structurés de la même manière que nous. Et c'est ainsi. Voilà. Et c'est ainsi que ma vidéo se termine. Et à demain. Et à demain pour de nouvelles aventures du billetiste. Voilà, je pense que ce sont des billets que je fais, des billets. Oui, des billets, on peut l'entendre dans les deux sens, mais des billets sonores, en tout cas. Allez, à demain.